Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, on parle de l'entreprise, on parle des enquêtes internes. Est-ce que l'entreprise est un lieu de justice? On va en parler avec Élise Chaumont, elle est associée du cabinet Egidio et ils accompagnent ces enquêtes internes. On fera le point avec elle dans quelques instants. Les entreprises s'engagent, notre rendez-vous hebdomadaire et aujourd'hui, un point avec le haut commissaire à l'engagement des entreprises et à l'emploi dans le cadre de ce mois des entreprises qui s'engagent. Vous allez voir, c'est un feu d'artifice d'initiatives partout en France. On fera le point dans quelques instants avec Thibaut Guilhuy. Le Cercle RH, c'est un grand entretien et on va traverser la Méditerranée pour bien partir à la rencontre d'Abdel Malek Alaoui, président du think tank de l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Il est l'auteur d'un livre, Le temps du Maroc, aux éditions La Croisée des Chemins. On parlera emploi, on parlera de ses ingénieurs, on parlera de l'attractivité du Maroc. On fera le point évidemment avec lui dans le Cercle RH. Et pour terminer l'émission, fenêtre sur l'emploi, les salons professionnels sont-ils morts? On en parlera avec Caroline Mignot, cofondatrice de Reefer. Elle mène un podcast hors Marketing Square. On fera le point avec elle sur ces salons professionnels. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de l'entreprise, on parle de l'entreprise qui parfois traverse de grandes difficultés, du harcèlement, des difficultés internes et donc des enquêtes. Elles sont menées par les services RH, elles peuvent être menées aussi par des cabinets extérieurs et on va faire le point justement avec Élise Chaumont. Bonjour Élise. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes associée dans ce cabinet Egidio qui justement mène ces enquêtes internes. D'abord, pour resituer avant de parler de méthodo, on a eu Oxfam, on a eu la Fédération française de football à travers un excellent article dans SoFoot, des affaires de harcèlement. C'est des cas sur lesquels vous allez intervenir. Exactement. Donc, ce qu'on se disait juste avant en préambule, c'est que effectivement, on peut être soit sur des situations où les entreprises les portent en interne et vont avoir des semi-crises à gérer et les gèrent en interne, soit ils font appel à des cabinets extérieurs, des organismes extérieurs, tels que notre cabinet Egidio, pour réaliser des enquêtes qui vont avoir donc l'obligation de qualifier des faits. Mais c'est du sérieux. Hein. Oui, c'est très sérieux. Quand on parle de toute manière de harcèlement... Vous n'êtes pas assermenté, excusez-moi, parce qu'on parlait de justice. Mais le salarié doit vous dire, mais au nom de quoi vous intervenez? Je ne m'exprime pas. Alors... c'est compliqué, ça. C'est aussi pour ça que dans notre démarche, on travaille en amont avec les employeurs et au plus haut niveau, c'est-à-dire qu'on est assez souvent mis en relation avec les directeurs généraux pour qu'on mette en place un contrat qui nous engage ensemble. C'est-à-dire que Egidio... Notre démarche à nous, c'est de se dire que dès qu'il y a alerte, puisqu'il y a obligation de l'employeur de répondre à l'alerte et donc de mettre en place une enquête. Donc très en amont. Interne, exactement. Une fois que vous déposez votre petit sac, votre petit carnet, vos équipes, vous et toutes les personnes qui travaillent chez Egidio, il y a une méthodologie et j'allais dire, en allant plus loin, il y a une éthique. Oui, il y a une éthique. C'est-à-dire que nous, systématiquement, nous travaillons sous mandat employeur. C'est-à-dire que nous portons nos conclusions et donc la qualification que l'on fait des faits jusque devant le juge, si nécessaire, aux côtés de l'employeur qui nous a mandatés. Donc ça vous oblige évidemment à une obligation de déontologie. Claire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter nos conclusions. Donc il nous arrive souvent de devoir dire des choses assez désagréables en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur des enquêtes. Attendez, un cas concret pour le dire simple, il y a des affaires de harcèlement, on accuse un manager ou un top manager, votre enquête a lieu. À un moment donné, avant que ça aille en justice, parfois ça ne va pas en justice, vous vous retrouvez devant le directeur général et vous lui déposez vos conclusions. Tout à fait. C'est là où ça commence à devenir difficile. En fait, il y a vraiment une ligne à suivre, c'est-à-dire qu'on part du mandat employeur. Derrière, nous réalisons l'enquête. L'enquête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller à l'intérieur de l'entreprise faire des auditions auprès des personnes, qu'elles soient mises en cause, qu'elles soient plaignantes et qu'elles soient témoins. Ensuite, on va travailler sur notre analyse, la corrélation des faits, etc. Et en fait, la spécificité aussi du cabinet Egidio, et donc du fait que ce soit fait par des psychologues, c'est qu'on va contextualiser les faits. Donc on va analyser sous le prisme des risques psychosociaux en entreprise les faits qui nous auront été donnés et donc pouvoir
comprendre. Donc en fait, on ne justifie pas les comportements qui ont été opérés, mais on les fait comprendre les contextualiser. en termes de système. Exactement. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pu avoir lieu et comment est-ce qu'ils ont pu être maintenus dans un système? Je vous ai coupé la parole, Élise, pardonnez-moi, mais quand même, il s'agit d'hommes et de femmes qui sont accusés. Oui. C'est quand même des sujets d'une très grande sensibilité. Des hommes, parfois, sont accusés à tort. Parfois, ils ont commis ces actes. C'est très sensible. Tout à fait. Donc, ça arrive, on est d'accord. Ah oui, bien sûr que ça arrive. Ça arrive même. Qu'il y ait des erreurs. Bien sûr, bien sûr. Le fait est que dans le mandat employeur dont je vous parlais, on se met aussi d'accord sur les conclusions de restitution. C'est-à-dire que nous, on s'arrête une fois que l'enquête est terminée et on ne va pas plus loin. Par contre, on dit dès le début ce qu'il va falloir faire de la suite. C'est-à-dire qu'il y a la réhabilitation de toutes ces personnes à l'intérieur de l'entreprise. Qu'elles soient plaignantes, qu'elles soient mises en cause et qu'elles soient témoins. Et donc de l'entreprise en tant que telle. Oui, c'est la marque qui est ébranlée, c'est les salariés à l'intérieur. Exactement. Et donc ça, il y a des gens qui le font mieux que nous, donc on le délègue. On s'arrête à la suite. Mais par contre, on dit clairement aux entreprises qu'il va falloir qu'elles le prennent en charge derrière. Vous avez une recrudescence de ces enquêtes internes, parce qu'on voit à travers des faits médiatiques, je ne vais pas les reciter, mais je parlais de la Fédération française d'Ocfam et de beaucoup d'autres entreprises. Est-ce qu'il y a une recrudescence? Est-ce que la parole se libère? Est-ce que vous êtes de plus en plus sollicité? Oui. Alors, effectivement, je pense qu'il y a un effet d'appel d'air qui fait qu'on est effectivement plus sollicité parce qu'on a levé aussi des tabous. Maintenant, il y a aussi tout un aspect de notre métier qui est de la pédagogie, c'est-à-dire ce qui est du harcèlement et ce qui n'en est pas. Puisqu'il y a aussi parfois des confusions entre ce qu'on appelle du conflit, voire du conflit grave en psychologie, et du harcèlement, qui est, lui, pour le coup, très caractéristique au niveau de la loi. Il existe dans la loi. Exactement. Alors que le conflit et le conflit grave, non. Donc ça veut dire que vous avez, vous et vos équipes, et ça va vous arriver d'avoir ces personnes en face de vous, une obligation d'explication, trouver le bon mot face à une personne qui est en souffrance, pour le dire simplement, et lui expliquer non, on n'est pas dans du harcèlement. Exactement, c'est tout à fait ça. Notre valeur aussi en tant que psychologue, c'est de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Et donc c'est d'accepter la douleur qui est exposée, qu'elle soit d'ailleurs de la partie plaignante, qu'elle soit de la partie mise en cause comme des témoins. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre dans le harcèlement, c'est que si on est deux sur une île, il n'y a pas de harcèlement. Il n'y a harcèlement que parce qu'il y a collectif. Et donc, il y a système qui s'est mis en place par rapport à ce harcèlement. Vos rapports, on les met dans l'armoire. Parfois, on ferme la porte à clé, on met un cadenas. Ou vous poussez quand même à une promotion du rapport parce que les salariés l'attendent. Et en général, ils disent, moi, je ne l'ai pas vu ce rapport, moi, il n'existe pas. Alors, c'est un vrai sujet pour vous, la pression est forte. C'est un vrai sujet, et c'est aussi pour ça qu'on le dit dès le début avec l'entreprise. Le besoin pour nous, c'est la confiance. C'est la confiance entre des partenaires, qui soient internes et nous externes. Il faut qu'on puisse dire, parce qu'on le dira, puisqu'on va devoir porter potentiellement devant le juge, donc ils vont devoir accepter ce qu'on va avoir à leur dire. C'est dur côté parfois employeur d'entendre cette réalité qui lui explose au visage. Oui, ça peut. Et c'est pour ça que à chaque étape de la démarche, on est très en lien avec nos mandants, aussi parce que il faut qu'ils sachent, et également avec leur conseil juridique. On est sur les deux fronts. Chacun dans sa partie, bien évidemment, chacun son métier, mais on est très en lien sur ces systèmes-là parce que derrière, potentiellement, ça peut aller beaucoup plus loin que juste le périmètre de l'entreprise. Vous avez un double enjeu, à la fois recadrer parfois certains collaborateurs salariés qui s'enflamment, je mets des guillemets, et en même temps dire la vérité, rien que la vérité aux chefs d'entreprise qui parfois n'acceptent pas la réalité. Alors, dans la majorité des cas qu'on a eu à faire, comme nous mettons clairement les pieds dans le plat sur le fait qu'on dira ce qui se passe et que nos conclusions ne sont pas négociables et achetables. Donc d'une part parce qu'on est sous mandat, d'autre part parce qu'on ne fera pas, là où on fait des enquêtes, on ne fait pas de conseils. Et la troisième chose, c'est qu'on se fait payer en amont avec des acomptes, donc nos conclusions ne sont pas négociables. Vous avez tout résumé. Les personnes doivent accepter ce qui va leur être dit. Généralement, quand vous êtes quand même face à des DG, ils n'ont pas très envie juste de se dire « oui, c'est pas très très grave, il se passe un peu ça, un peu ça ». Non, ils ont vraiment envie de savoir ce qui se passe pour pouvoir répondre à leurs obligations et aussi potentiellement faire du ménage chez eux.
Merci Élie Chaumont, merci d'être venue sur le plateau, c'est un sujet passionnant. Merci que vous êtes associée au cabinet Egidio, vous avez parfaitement résumé l'action que vous menez, qui est une action importante évidemment pour la libérer confiance des salariés envers leurs dirigeants. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite, c'est notre rendez-vous hebdomadaire des entreprises s'engagent, c'est tout de suite et c'est notre rubrique, il se passe plein de choses, vous allez voir. Les entreprises s'engagent, comme chaque semaine, avec un point mensuel avec le haut-commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises, Thibaut Guilluy. Merci d'être avec nous. Votre emploi du temps est quand même pour le moins chargé et complexe. Vous êtes avec nous depuis presque un an pour évoquer un jeune, une solution, tout ce travail que vous avez mené. Et puis, on en parlera à la fin de cet échange. Vous êtes engagé dans France Travail, dans un long travail de processus et de transformation de Pôle emploi. On en parlera et tout ça est très cohérent. D'abord, quelques mots sur cet événement. Parce qu'aujourd'hui, c'est le mois des entreprises qui s'engagent. Il se passe plein de choses. D'abord, rappelez-nous un peu l'esprit de ces entreprises et de la philosophie de ces entreprises qui s'engagent. Cette philosophie, elle avait été initiée par le président de la République, c'était en 2018, et il avait réuni une centaine d'entreprises. Il leur avait dit, voilà... il est certain que nous avons à créer un écosystème le plus favorable possible pour que les entreprises puissent se développer, innover, aller de l'avant, recruter, créer des emplois. Mais nous faisons face à des défis sociaux, sociétaux, environnementaux, sur lesquels seuls les pouvoirs publics ne pourront pas résoudre seuls donc les entreprises. Ces enjeux. Donc les entreprises, comment faire alliance, comment mieux se comprendre, mieux co-construire des solutions de manière à bâtir une société qui soit beaucoup plus inclusive, qui soit beaucoup plus ouverte à tous les talents. L'entreprise sera engagée ou ne sera pas, de l'inclusion, de la jeunesse, du climat. Alors là, c'est intéressant parce que c'est un spectre large. Il n'y a pas que le haut-commissaire. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, Olivia Grégoire, Sylvie Géano qui était venue sur notre plateau pour parler du GIP de Dalkia et ce GIP qui est très engagé, et vous, Flora Gebali, entrepreneuse, et Isabelle Giordano qui est à la Fondation BNP. Là, l'idée, c'est quoi? C'est d'embarquer tout le monde et de se dire on n'est pas dos à dos, mais il faut qu'on soit face à face. Oui, ensemble, en fait, nous on croit résolument, et je crois résolument que plus on aligne les intérêts de la société civile et de l'intérêt général porté par l'État, plus on peut être efficace. Et donc les entreprises s'engagent, c'est inédit en Europe comme réseau. Ils étaient une centaine en 2018, on a franchi largement le cap des 60 000 entreprises concrètement engagées. 101 clubs. Dans 101 clubs départementaux, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que, vous savez, les entreprises, après d'ailleurs, elles sont surtout implantées dans les territoires, c'est des TPE, c'est des PME, c'est des entreprises qui sont connectées évidemment à leur bassin de vie, et donc effectivement, on a plus de 100 clubs, 101 depuis l'ouverture du club de l'Eure il y a 15 jours. C'est une belle réussite, on avait commencé par Nantes, on avait parlé de Nantes il y a quelques mois, là il y a beaucoup d'initiatives, alors on ne va pas toutes les citer, mais il y a les Alpes-Maritimes qui, le jeudi 6 octobre, il y a une représentation de la pièce, je sais que vous y tenez beaucoup, une pièce de théâtre, alors le titre est évocateur, un employé nommé Désir. C'est quoi l'esprit là? Il y a qui dans la salle et qui est sur scène? Il y a qui dans la salle? Il y a des chefs d'entreprise. Et vous savez, de temps en temps, moi j'étais chef d'entreprise pendant une vingtaine d'années, on pense qu'on est ouvert à tous les talents, qu'on ne fait pas tellement de discrimination. Et finalement, on s'aperçoit, grâce à cette pièce de théâtre, finalement de tous les stéréotypes dans lesquels nous, nos collaborateurs, le fonctionnement de notre entreprise est parfois entraîné, se privant finalement de la capacité à révéler vraiment tous les potentiels. Et donc, c'est aussi assez sympa, je pense, de temps en temps de le faire avec un côté aussi un peu décalé, qui permet après évidemment de se poser les bonnes questions et puis de passer à l'action. C'est tout l'intérêt des entreprises s'engagent. C'est pas de juger, mais c'est de prendre conscience et ensuite de voir comment changer le regard. Voilà, et ensuite après d'ailleurs évidemment d'accompagner, de donner des outils très concrets pour que chaque entreprise puisse se saisir des opportunités qui sont devant elle. Alors 101 clubs, on ne va pas tous les citer, mais il y a le club des entreprises des Vosges qui est le 17 octobre à Épinal, puisque ça correspondra dans une quinzaine de jours, une grande rencontre entre les collégiens de 3e, ça c'est intéressant aussi. C'est l'idée que dès le plus jeune âge, dès le collège, on tourne les jeunes vers l'entreprise. Ouais. Ça s'est monté une critique de l'éducation nationale, trop déconnectée de l'entreprise. Ouais. Vous l'avez dit d'ailleurs, un des succès, pendant une année, on s'est retrouvé ici assez régulièrement sur un jeune, une solution. Et le succès d'un jeune, une solution, c'est certes le plan du gouvernement, mais c'est aussi la capacité des entreprises à se mobiliser. Mais les entreprises, qu'est-ce qu'elles nous ont dit? Elles nous ont dit,
ok, on est à fond sur l'apprentissage, sur le recrutement, sur les stages, les jobs étudiants, mais il y a quand même un sujet d'orientation. Et si on pouvait travailler ensemble, main dans la main, ça serait peut-être plus efficace. C'est le sens de cette rencontre, par exemple, dans le Club des Vosges. Mais là où je veux insister, c'est que, vous savez, il y a un foisonnement d'initiatives, d'engagement, de volonté dans le pays, et ça, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est important, c'est que peut-être que ce qui fonctionne quelque part, comment on peut le déployer. Les job dating sportifs, on les a démarrés dans le Pas-de-Calais. C'était quelques rencontres avec une centaine de demandeurs d'emploi, une vingtaine de recruteurs. Voilà, c'était effectivement dans mon cher département du Pas-de-Calais, qui a été initié par des acteurs localement, avec Pôle emploi, avec des entreprises, avec Philippe Lamblin que vous connaissez. Et la force du réseau des entreprises s'engagent, c'est de déployer ça. Cette année, c'est 200 job dating qui vont être organisés partout sur le territoire. Et d'ici 2024, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, l'objectif, c'est d'en faire 1000 fois 100. C'est 100 000 demandeurs d'emploi qui vont avoir l'opportunité de se connecter à des entreprises. On a fait un débat sur les JO et Dieu sait si on cherche des alternants, vous le savez mieux que quiconque, pour ces Jeux Olympiques sur plein de métiers. Avant de nous quitter, je ne voudrais pas qu'on se quitte sans vous me parliez quand même de France Travail, parce que l'air de rien, c'est en gestation. Mais c'est une petite révolution et c'est vous qui probablement présiderez aux destinées de cette institution. C'est un travail titanesque et vous avez déjà commencé, le ministre a donné l'ordre du jour, enfin le cahier des charges, réunir les partenaires, les écouter, c'est ça l'objectif d'abord ? Oui, moi en fait, le ministre Olivier Dussopt m'a confié le soin de préfigurer France Travail avec en fait l'ensemble des acteurs de l'inclusion, de la formation et de l'emploi dans ce pays pour résoudre finalement ce paradoxe, puisque de la plus petite à la plus grande entreprise, quels que soient les territoires, dans tous les secteurs, aujourd'hui c'est difficile de recruter et pourtant on a encore beaucoup de personnes qui sont sur le carreau, dont on n'a pas su finalement aller chercher. Qui fait écho d'ailleurs aux entreprises s'engagent, c'est la même philosophie en fait. Exactement. Et pour pouvoir réussir, bien évidemment, il faut accompagner les personnes, les stimuler, les motiver, leur apporter des compétences nécessaires. C'est ce qu'on appelle l'employabilité pour les experts. Mais on n'y arrivera que si aussi les entreprises font un bout de chemin pour pouvoir justement s'ouvrir à tous les potentiels. Et c'est vrai que de temps en temps, une personne a besoin de se reconvertir. De temps en temps, elle n'a pas travaillé depuis quelques années. Il va falloir la rebooster un petit peu. Mais une fois que vous faites ce travail-là, c'est gagnant pour l'entreprise, c'est gagnant pour la société, c'est l'esprit des entreprises s'engagent et c'est pour cela qu'on compte sur vous. Là, on est 60 000, c'est bien, mais il faut qu'on soit plus d'entreprises engagées, pour surtout plus de résultats et plus d'impact. Direction emploi et création d'emplois, défi jeunesse, défi immersion, défi jeunesse, on n'aura pas le temps, mais je sais que c'est quelque chose qui vous tient très à cœur, qui est le mentorat, qui est l'accompagnement d'un chef d'entreprise qui va pouvoir accompagner un jeune ou un moins jeune d'ailleurs. Vous pouvez retrouver toutes ces possibilités de vous engager sur le site Les Entreprises s'engagent, le mentorat, les immersions, l'engagement pour les jeunes, pour les personnes en situation de handicap. C'est que de la volonté partagée avec toutes les entreprises de France. Allez sur le site Les Entreprises s'engagent aussi pour voir si dans votre département il y a une initiative, une action peut-être pour vous y rendre. Allez voir cette pièce de théâtre notamment dans les Alpes-Maritimes. Merci Thibaut Guilluy d'avoir fait un petit détour par le plateau de Smart Job. Haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, très mobilisé. Et puis évidemment mobilisé aussi sur le dossier France Travail qui vous occupe évidemment beaucoup. C'est un enjeu fondamental. Merci à vous. On fait une courte pause et on va se tourner, on va traverser la Méditerranée. On va partir à la rencontre d'un économiste. Il est à la tête d'un think tank, Abdelmalek Alaoui. Il nous parlera de la relation France-Maroc et puis de ce dynamisme économique de son pays, l'industrie 4.0, les ingénieurs, le talent. On va en parler avec lui, évidemment. Ce sera un grand entretien juste après la pause. Le Cercle RH est un grand entretien au jour. On va traverser aujourd'hui la Méditerranée pour partir à la rencontre du Maroc, de son économie et de son dynamisme. C'est un pays très dynamique sur le plan économique et on va en parler avec Abdelmalek Alaoui. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Économiste, vous êtes président de l'Institut marocain d'intelligence stratégique, qui est un think tank. Pour le présenter, ce think tank, c'est quoi ? Vous êtes une passerelle, vous êtes un pont entre le sud et le nord ? C'est en tout cas un institut de recherche privé qui s'intéresse aux grandes questions stratégiques du Maroc et à sa projection à l'international. Il faut savoir que le tissu de think tank au Maroc est beaucoup plus réduit que ce qu'on peut trouver en Europe. Et c'est donc une colonne de réflexion dans laquelle on regroupe des penseurs qui sont plutôt libéraux,
sur le plan économique, mais qui s'intéresse également à l'économie sociale de marché. Je voudrais présenter votre livre parce qu'il est passionnant, votre livre. C'est un best-seller au Maroc. Je crois que c'est le livre qui a été le plus lu au Maroc. C'est ce que j'ai lu en tout cas. Le temps du Maroc, qui revient sur la gestion de la crise Covid, et vous la racontez par le menu, édition de la Croisée des Chemins. C'est un livre très intéressant parce qu'il revisite aussi, à travers la gestion de cette crise Covid, la manière dont le roi Mohamed VI a géré cette crise, la relation parfois complexe entre la France et le Maroc. Peut-être cette information, vous l'avez peut-être, on annonçait une visite officielle du président Macron fin octobre, et j'ai lu en préparant l'émission que tout ça n'avait pas encore été confirmé. Ça l'est ou pas? Est-ce que le président français va faire cette visite officielle au Maroc? Alors, jusqu'à présent, il n'y a aucun communiqué qui n'émane ni de l'Élysée ni du Palais Royal de Rabat. Il y a eu une déclaration du président Macron lorsqu'il s'est rendu, je pense, à un festival de musique. Tout à fait. Début septembre. Début septembre, mais jusque-là, je pense qu'il n'y a eu aucune confirmation officielle. Dans votre livre, vous racontez en fil rouge, au-delà des anecdotes qui sont très intéressantes, sur tous les présidents français qui se sont succédés, cette relation très forte avec Jacques Chirac, évidemment, que le roi Mohamed VI essaie de rééquilibrer la relation. On n'est plus dans une relation, pour le dire très directement, post-coloniale, mais dans une relation économique, j'allais dire presque d'égal à égal. Est-ce que c'est ça l'esprit de la nouvelle relation économique, et on va parler de l'emploi, évidemment, entre la France et le Maroc? Alors, le roi du Maroc, Mohamed VI, a, disons, une stratégie qui consiste à recentrer le centre de gravité de la diplomatie marocaine et de sa politique extérieure. Alors, évidemment, la France est consubstantielle de ce recentrage, parce que c'est l'ancienne puissance coloniale, c'est la deuxième force commerciale au niveau des échanges avec le Maroc après l'Espagne, ce qui est quand même emblématique d'une sorte de déclassement. Et dans l'esprit du roi Mohamed VI, le moment est venu d'avoir, et ce sont ces termes, un partenariat d'égal à égal, parce qu'il considère qu'il y a des injonctions contradictoires. On nous demande d'un côté de continuer à rester un marché préférentiel pour la France pour vendre des produits à très forte valeur ajoutée, mais en même temps, on nous dénie parfois le droit d'avoir des grandes entreprises qui viennent s'installer et créer de l'emploi au sud de la Méditerranée. Parlons-en, parce que rentrons dans le vif du sujet. Alors, on va parler des réformes importantes, celles de 2021, sur le système social, sur la protection sociale faite au Maroc, mais il y a un débat en France, et vous le suivez de très près, qui est le débat des relocalisations. Quel est votre regard sur ce sujet? Parce que beaucoup d'entreprises françaises, et je pense notamment à des constructeurs automobiles, sont au Maroc. Ils ont intérêt à relocaliser ou pas? Alors, s'ils écoutent les politiques, et le premier d'entre eux qui les intéresse au premier chef, c'est évidemment le ministre des Finances, il y a un discours très volontariste, mais à mon avis, avec des visées politiciennes, de dire aux constructeurs automobiles, notamment Renault et Stellantis, revenez en France. Mais il y a une réalité économique qui les rattrape. Vous ne pouvez pas produire la Dacia à Montjean, sinon elle serait vendue à plus de 30 000 €, alors que étant fabriquée au Maroc et n'ayant pas des composants électroniques à très forte valeur ajoutée, donc elle a besoin de la main-d'œuvre, elle ne peut être construite que dans une zone best cost au sud de la Méditerranée. Alors, il y a un autre phénomène intéressant, et ça, vous en parlez aussi beaucoup, c'est cette fameuse industrie 4.0. Vous dites globalement l'Asie avait localisé beaucoup de production pharmaceutique. Le Maroc peut être la nouvelle base de production pharma, plus près, je dirais, du centre de consommation. Est-ce que là, on est dans une vision, ou est-ce qu'on est déjà engagé dans ce processus de rapatriement doux vers, comme Nicolas Sarkozy l'évoquait, cette grande union pour la Méditerranée? Il y a une communauté de destin qui est obligatoire entre le sud et le nord de la Méditerranée, parce qu'il s'agit d'une question de souveraineté sanitaire. Si jamais l'Asie du Sud-Est était à nouveau confrontée à une pandémie ou à une rupture des chaînes de production ou à une explosion des coûts de transport de marchandises, d'où est-ce que l'Europe va pouvoir ramener des médicaments qui aujourd'hui sont produits en Asie du Sud-Est? Le meilleur endroit pour localiser la production de ces médicaments, c'est le Royaume du Maroc, qui dispose aujourd'hui d'une 50aine d'entreprises nationales qui produisent la plupart des médicaments essentiels. Il lui manque une brique qui existe en Europe, c'est la chimie, parce que la chimie a besoin d'avoir des marchés suffisamment gros pour pouvoir faire des investissements qui sont très importants en capital. Où le Maroc se développe, vous le savez parfaitement, c'est quoi les secteurs aujourd'hui qui fait que le Maroc est en passe de devenir un pays très moderne? Alors, vous avez cité l'automobile, mais le Maroc est également en train d'avancer dans tous les services délocalisés, dans la tech, il est en train d'avancer dans le médicament avec la
première plus grande usine panafricaine de fabrication de vaccins, pas uniquement celui contre le Covid-19, mais bientôt d'autres vaccins contre des maladies ORL qui vont arriver dans les semaines, dans les mois qui viennent. Le Maroc est en train d'avancer de manière multiforme sur un certain nombre de sujets. Dans les énergies vertes, c'est aujourd'hui un des pays les plus dynamiques en matière de mix énergétique. Il y a la plus grande station solaire d'Afrique qui est au sud du Maroc, mais il y a également beaucoup de projets qui sont aujourd'hui examinés par le gouvernement pour pouvoir faire du Maroc cette Green Factory du sud de la Méditerranée. Oui, c'est ça, c'est la Green Factory. Vous évoquez dans votre livre plusieurs couacs présidentiels, dont celui de mémoire Nicolas Sarkozy qui devait faire une visite officielle puis qui choisira l'Algérie. Je fais ce focus-là parce que vous évoquez la Chine. Parlons-en de cette Chine. Vous racontez dans le livre que tout d'un coup, on voit que les containers n'arrivent plus. Il n'y a plus de containers, que c'est une situation économique extrêmement dramatique pendant la crise Covid. Et va se construire ce gigantesque port de Tanger, qui est un mastodonte. Et là, vous le dites sans le dire, on a le sentiment que la Chine utilise le Maroc pour contourner les barrières douanières, pour mieux vendre leurs produits chez nous. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça ? Alors, d'un point de vue strictement légal et fiscal, ils sont tout à fait dans leur droit. On est d'accord. S'ils sont au Maroc et qu'ils veulent réexporter vers la Chine, du moment qu'il y a un processus de transformation qui se fait sur le territoire marocain, ils peuvent bénéficier des accords de libre-échange dont dispose le Maroc. Mais il faut savoir que le Maroc a une spécificité dans sa relation avec la Chine par rapport aux autres pays d'Afrique de l'Ouest francophone, c'est que c'est un pays qui a été longtemps imperméable, disons, à l'expansion économique de la Chine. Donc c'est que depuis une vingtaine d'années que les Chinois sont plus présents et qu'ils essayent d'avoir des... Au début, c'était le thé. Hein. Dans votre livre, vous dites que c'est le thé au départ qui était la relation avec la Chine. Ça a bien changé depuis. Ça a énormément changé depuis. Ils sont très forts sur les biens de consommation électronique low cost, ceux du bas de la pyramide. Donc c'est normal que dans les marchés où les pouvoirs d'achat sont plus réduits qu'en Europe, ils aient une expansion plus forte dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, ils affichent toutes leurs ambitions. Ils les affichent notamment sur le train à grande vitesse, sur lequel on va avoir une formidable bataille d'influence franco-chinoise, dont le Maroc sera le théâtre d'opération, puisque le Maroc est le seul pays d'Afrique à avoir le TGV. La ligne Rabat, rappelez-nous le... Alors, aujourd'hui, la ligne Tanger-Rabat existe déjà, est en opération depuis quelques années. Elle a été inaugurée par le roi Mohamed VI et par Emmanuel Macron. Et maintenant, il y aura l'extension jusqu'à Agadir, donc près de 600 km de tracé. Il est évident que quand on a des méga projets comme ça dans des pays émergents, tout le monde s'y intéresse avec beaucoup d'acuité. Un mot à l'économie, je regardais les investissements, et vous le dites dans le livre, un investissement sur deux est français, mais quand on regarde de plus près, alors en stock, la France est toujours le premier investisseur, mais quand on regarde vraiment hors stock, on voit que c'est l'Irlande qui est en tête, la France est en deuxième position, et j'ai lu que c'était le Danemark qui arrive en troisième position. Des pays qui ne sont pas tout à fait dans la zone, je dirais, d'influence. Pourquoi l'Irlande d'abord ? Alors, ça procède aussi du changement, on va dire, de doctrine de Mohamed VI, qui est de diversifier les alliances. L'Irlande, il y a des raisons fiscales, c'est que beaucoup d'entreprises ont localisé leur siège social en Irlande à cause des fameuses incentives fiscales qui leur sont permis par l'Union européenne. Mêmes incentives fiscales, c'est assez intéressant pour le noter, qui sont refusées au Maroc ensuite et par l'Union européenne. Un mot sur ces questions d'emploi, parce que j'évoquais tout à l'heure ces deux réformes. Programme de protection sociale pour 23 millions de Marocains, ça c'est ce qu'a mis en place et lancé le roi Mohamed VI. Et puis en matière sociale, il a créé un nouveau modèle de développement qui a un impact sur l'emploi. Tout ça, évidemment, fait écho à l'idée que ce pays se prépare à devenir le pays moderne pour pouvoir accueillir nos industries. Est-ce que c'est ça la philosophie de ces réformes ? C'est d'abord une philosophie qu'a développée Mohamed VI en se disant... nous avons eu une croissance très forte tirée par les investissements dans les infrastructures et l'investissement public, mais elle a créé des distorsions sur le plan social. Et le Covid, des écarts de salaire ? Des différences de richesse. Elle a permis de hisser une grande partie des gens qui étaient dans la classe pauvre vers la classe moyenne, mais elle a augmenté les écarts entre les plus riches et ceux qui sont dans la classe moyenne. Mais sur la question de l'emploi en particulier, la réforme de la protection sociale que le roi Mohamed VI a lancé en plein Covid. C'est une réforme de long terme à un moment où tout le monde est focalisé sur le court terme. C'est l'une des spécificités de son style de gouvernement.
est une véritable révolution silencieuse parce qu'elle va sortir le Maroc de plusieurs de ses atavismes, dont la prévalence de l'informel. Elle va s'adapter aux slashers, à cette nouvelle génération qui aujourd'hui n'est plus ni dans CDI ni en CDD, mais qui aura la capacité de pouvoir avoir accès à la protection sociale. Vous les avez, ces slashers, excusez-moi, parce que nous, de France, on en parle beaucoup sur ce plateau, évidemment, et ailleurs, mais vous avez cette nouvelle génération Z au Maroc, digital native, totalement connectée, qui se baladent dans le monde entier grâce au téléphone. Il y a aujourd'hui plusieurs milliers, par exemple, de net entrepreneurs qui font de l'arbitrage juste parce que la zone géographique du Maroc est intéressante pour faire l'arbitrage et le dropshipping entre la Chine et les États-Unis, dont certains gagnent plus de 400 à 500 000 euros par an. Parlons d'un mot quand même, l'informatique. On a beaucoup d'entreprises de la tech ou d'écoles qui nous disent on est en grande difficulté, on n'arrive pas à recruter, les talents ne viennent pas. Le Maghreb et le Maroc a des talents. Comment ça se passe? Parce que ça, c'est un sujet sur lequel vous êtes un peu sensible, je crois. Parce qu'on aimerait bien attirer les talents marocains vers la France et vous vous dites, mais attendez, c'est pas si simple parce que nous aussi, on a besoin de nos talents pour développer le Maroc et faire que ce pays soit moderne. C'est compliqué, ça? C'est encore une des injonctions contradictoires qu'il va nous falloir résoudre dans la relation complexe qu'il y a entre les deux pays. On ne peut pas d'un côté nous dire, on va organiser avec le passeport talent la fuite des cerveaux. En 15 jours, on a le passeport, c'est ça En 15 jours, on a le passeport talent pour l'ingénieur et pour sa famille. Et dans un contexte où la France a décidé de manière unilatérale de réduire le nombre de visas, il est incompréhensible pour la communauté nationale et pour les Marocains qu'un médecin qui veut emmener ses enfants à Euro Disney se voit refuser un visa, mais qu'un jeune ingénieur qui a coûté 30 à 40 000 euros pour la communauté nationale reçoive un visa en 15 jours. Je pense que le Maroc sera réactif, en tout cas pour trouver des mesures pour contrer cet effet-là. Vous avez le sentiment qu'avec des accords de libre-échange avec les États-Unis, avec les relations qu'on évoquait avec la Chine, le Maroc, et on le voit, et c'est un enjeu de politique internationale, on le voit récemment avec le Burkina Faso, est-ce qu'il est en train de véritablement de se libérer finalement de cette relation très particulière et très historique avec la France ? En tout cas, il change de dimension. Et quand on change de dimension, ça crée de la friture sur la ligne. C'est pas moi qui le dis, c'est Le Point qui l'a dit il y a 2 ans lorsqu'il a fait sa une sur le Maroc en l'appelant la nouvelle puissance. Quand on devient une nouvelle puissance régionale et qu'on a une ancienne puissance coloniale en face, il y a une zone de rééquilibrage qui est absolument nécessaire. Et en tout cas, c'est la volonté du roi du Maroc que le Maroc n'ait aucune limite et qu'il puisse se développer à juste titre. Donc vous nous dites sur ce plateau tout de même qu'au-delà des injonctions très politiciennes du ministre de l'économie, il y a des entreprises françaises qui décident et qui continuent à investir et à s'installer au Maroc pour son dynamisme et pour la qualité de ses collaborateurs. C'est bien de ça dont il est question. En tout cas, le flux qu'on observe, c'est qu'il est incessant et que les entreprises, vous savez, elles s'intéressent au haut de bilan comme au bas de bilan. Les politiciens, ils changent. L'avenir du Maroc, c'est quoi pour vous là? Vous le voyez comment sur le plan économique? Vous nous avez parlé de ce défi écologique, une diminution de la pauvreté, d'un accès à l'éducation et vous dites dans votre livre aussi d'un assainissement du système bancaire, faire en sorte que les choses ne se passent plus de la main à la main, qu'on fasse des factures et qu'on organise les choses de manière un peu plus carrée. Vous êtes d'accord avec cela? C'est le grand enjeu, c'est de passer de l'informel vers le formel et d'arriver vers la cashless économie et de pouvoir avoir une base fiscale beaucoup plus large en pouvant aller ponctionner de l'impôt pour pouvoir financer les infrastructures sociales, solidaires et celles qui nous permettent de pouvoir avoir à la fois le cœur et la raison. Un mot avant de nous quitter, parce que c'est intéressant, il faut lire le temps du Maroc, parce que c'est un livre vraiment au cœur de cette crise Covid, avec des décisions qui étaient importantes, et vous revenez d'ailleurs, je ne veux pas rappeler tous les couacs, mais il y en a eu quelques-uns, les mots malheureux d'Emmanuel Macron, qui a exigé qu'on rapatrie les touristes d'un claquement de doigts. Vous le dites, ça a beaucoup énervé quand même ça, au sein du pouvoir marocain. C'était maladroit? Écoutez, il faut juste se rendre compte qu'on a changé d'époque. Sur énormément de sujets, on est en train de se rendre compte que sur les questions de genre, sur les questions de racisme, le monde est en train de changer. Il n'y a pas de raison pour que ça ne change pas dans les relations avec les anciens pays colonisés par la France. Merci de nous avoir rendu visite, Abdelmalek Alaoui, le temps du Maroc. C'est qui vos personnalités inspirantes? Qui vous inspire? Parce que j'ai lu que vous faisiez référence au football. Qui sont les personnes qui vous inspirent? Écoutez, indubitablement, je dirais que c'est Yahya Ben Slimane qui a écrit un livre qui m'a beaucoup inspiré pour écrire celui-là, qui s'appelle « Nous, Marocains, permanence et espérance d'un peuple en développement ».
à l'heure où le Maroc est en train de passer d'un peuple en développement vers un pays émergent, je pensais qu'il était important de lui rendre en quelque sorte hommage 30 ans plus tard. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job. C'est intéressant aussi de nous tourner, nous aussi, vers le sud au-delà de la Méditerranée, et en particulier vers le Maroc. Merci Abdelmalek Alaoui. Le temps du Maroc 2020-2021, résilience et émergence du royaume chérifien, édition La Croisée des Chemins. C'est un vrai plaisir. Vous êtes, je le rappelle, à la tête de l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Voilà, j'ai été totalement complet. Merci à vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler, d'ailleurs, ça va vous intéresser, des salons professionnels. Oui, il y a beaucoup de salons au Maroc ou en France. Est-ce qu'ils sont en difficulté? Est-ce qu'ils sont morts, ces salons professionnels? Crise Covid, arrivée du numérique? Eh bien, on fait le point tout de suite avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi avec Caroline Mignot, cofondatrice de Refer et son célèbre podcast Host Marketing Square. Caroline, merci de revenir. Alors, vous êtes à distance aujourd'hui, mais vous reviendrez en présentiel, j'en suis sûr et je n'en doute pas. On va parler, vous avez choisi de nous parler d'un sujet qui est assez intéressant parce que ce sont les salons professionnels. Avec cette question un peu existentielle, est-ce qu'ils sont morts, ces salons, avec l'arrivée de tout ce qu'on fait en numérique, des visios, des réunions à distance? Enfin, on peut tout inventer dans le numérique. Est-ce que le salon, je dirais à papa, il est mort? Bonjour Arnaud, désolée de ne pas avoir pu être avec vous aujourd'hui, mais ça me fait plaisir de retrouver ton énergie. Effectivement, le monde du B2B, tu l'as un peu évoqué, c'est souvent vécu comme quelque chose de poussiéreux. Et nous, on pense que les salons professionnels vont être amenés à se réinventer de plus en plus depuis le Covid et que les gens ont soif de sensationnel et que c'est un format qui va vraiment se renouveler, particulièrement cette année. Concrètement, c'est quoi les évolutions de ces salons? Parce qu'effectivement, ils ne sont pas morts, mais je dirais la version 20e siècle, elle va disparaître. Au profit de quoi, finalement? En fait, le fait que maintenant tout le monde soit un petit peu en remote, à droite, à gauche, en distanciel, le fait que les gens en plus soient devenus un petit peu hermétiques, tu sais, à cet environnement, comme tu l'as dit, un peu à papa, avec ta petite étiquette, c'est très froid, une lumière blafarde, un grand hangar très impersonnel. Avec les se rendre. Par contre, ils ont toujours envie de vivre des expériences ensemble. Donc, je pense que les nouvelles expériences, ça va être comment est-ce qu'on peut rendre ces rencontres plus fun, plus directes, plus interactives, et même, je dirais, le fameux mot actionnable, c'est-à-dire comment tu peux utiliser au mieux ton temps pour pouvoir, en fait, pas justement prendre racine dans ces salons avec quelqu'un avec qui tu n'as pas de business à faire. Caroline Refer lance d'ailleurs justement un business club parce qu'il y a quand même aussi, vous accompagnez une réflexion autour de cela, de mettre de la data, de mettre un peu de fun aussi, non? C'est ça l'esprit? Exactement, nous on pense que les salons professionnels, en fait, c'est quelque chose qu'il faut faire plusieurs fois par an. Il ne faut pas que ce soit une grande messe annuelle. Tu vois, l'événement, vous voyez l'événement un petit peu networking de l'année sur lequel on doit vivre au quotidien toute l'année. Nous, on pense qu'en fait, alimenter son réseau, le nourrir, l'entretenir, c'est un travail du quotidien. Et on lance un business club qui va vous permettre une fois par semaine de réseauter avec des speed meetings très très interactifs, très rapides. 5 minutes, c'est l'algorithme qui choisit en fonction de vos besoins du moment à qui vous devez parler. Et après, à la fin du meeting, directement Arnaud, vous allez pouvoir choisir, est-ce que je veux créer un partenariat avec cette personne pour augmenter ma visibilité, faire davantage de ventes, et on va vous guider via cette expérience. Est-ce que je veux faire une mise en relation à cette personne ou est-ce que je veux juste mettre cette personne dans mon réseau ou passer mon chemin? Concrètement, c'est mis en place. Comment ça se passe? Parce qu'il y a quand même un écosystème, et je dirais un environnement économique des salons, avec des locations, avec de l'ingénierie, avec de la vidéo, avec des salariés derrière. Est-ce que tout ça est remis en question ou est-ce que c'est un mix, une transformation douce? Parce qu'il y a quand même aujourd'hui un marché économique du salon. C'est une super bonne question parce que figure-toi qu'il y a énormément de gens qui en ce moment, dans les grands expos, Ridexpo, tout ça, sont en train de transformer l'expérience vers du phygital, justement. Il y a beaucoup de gros salons, les Wooznext, les grosses machines qu'on connaît tous, la foire de Paris. En fait, eux, ils sont en train de se dire comment est-ce qu'on fait aussi pour fidéliser à l'année et faire en sorte que les gens, ils viennent pour notre grande messe, mais toute l'année, ils restent chez nous, ils continuent à dépenser, à créer du lien. Et aujourd'hui, ces gros salons, ces grosses machines, ces mastodontes
eux-mêmes, ils sont en train de voir comment ils peuvent créer des expériences pour faire vivre leur salon et leur networking toute l'année. Donc, maintenant, tu vas avoir des petits salons privés où les gens ils continuent en fait à échanger. Il y a des masterclass, il y a des workshops qui sont organisés tout au long de l'année pour faire vivre vraiment le lien. Donc ça veut dire que l'espèce de mastodonte gigantesque dans des énormes salles ou dans des halls gigantesques, tout doucement va disparaître. On va un peu à l'image des hypermarchés, on va réduire les espaces, on va recréer plus de convivialité. C'est un peu ça l'esprit finalement. Oui, je pense que ça va dans le sens de l'open innovation. En fait, ces gros acteurs se sont fait challenger et ils sont en train justement de voir comment est-ce qu'ils peuvent prendre le meilleur de toute la technologie qu'on a maintenant à disposition pour faire des aventures plus fun, pour faire en sorte que les gens ils puissent se voir, se rencontrer différemment. Est-ce que ça va être des avatars dans le métaverse? On sait que le Future of Work travaille déjà sur ce type de salon 100% immersif. Est-ce que ça va être des social clubs comme le nôtre qu'on est en train de lancer avec Refer, que vous pouvez retrouver à club.refer.social et qui permet justement tous les week-ends, toutes les semaines de se rencontrer différemment? Est-ce que ça va être des initiatives comme des escape games? Il y a aussi aujourd'hui, même en entreprise, des nouvelles façons de se rencontrer. Par exemple, il y a des collaborateurs qui font des walk-in meetings et en fait, ils vont marcher comme ça, 10 minutes par jour et rencontrer quelqu'un de nouveau. Là, on sort totalement c'est totalement disruptif. On n'est plus du tout dans le salon de l'automobile où effectivement on rentre dans un grand hall et on va fureter un dimanche après-midi dans un salon. C'est plus ça du tout en fait. Va y avoir un mix des deux, mais en tout cas, les grands acteurs sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent prendre le meilleur de ces initiatives indépendantes qui sont en train de se répandre partout. Ça commence par les US et ça arrive vraiment à vitesse grand V en France. Ils sont en train de voir comment eux, ils peuvent s'hybrider et pendant ce temps-là, il y a des nouveaux acteurs qui sont en train de réinventer la rencontre entre professionnels. Merci en tout cas Caroline Mignot. Je rappelle votre business club. Il existe déjà votre business club, votre réinvention on peut y accéder ? Tout à fait, on peut s'inscrire sur club.refer.social et on lancera ça d'ici un mois avec les premières personnes. Après, ce sera seulement sur invitation. Voilà, donc on s'inscrit dans un mois. Mais évidemment, j'espère que vous aurez beaucoup d'inscrits pour faire vivre cette communauté parce que vous êtes en fait en train de créer une communauté. Ça ne se passera pas à la porte de Versailles dans une chaleur étouffante, mais à distance. Merci Caroline Mignot de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. Cofondatrice de Refer et votre podcast Host Marketing Square, évidemment, qui cartonne. Merci de nous avoir rendu visite et puis vous revenez évidemment dès que vous êtes remise de tout cela physiquement sur le plateau, on y tient évidemment. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans cette émission, merci à Angèle à la réalisation, merci à Alexis pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment et merci à Léa pour l'accueil invité, merci à vous tous qui nous suivez avec fidélité. Je serai là demain évidemment pour de nouvelles aventures, je vous dis portez-vous bien, bye bye.